Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Alors on le sait, l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. Elle produit plus de 110 millions de tonnes de textiles chaque année. Des textiles qui ont une durée de vie moyenne d'à peine 1 an après leur mise sur le marché. La Belgique, Bruxelles, n'échappe pas à la règle. Problème, les pollueurs, principalement les producteurs de fast fashion, voire d'ultra fast fashion, n'assument pas le coût des déchets textiles. Aujourd'hui, ces déchets sont soit incinérés, soit assumés par le secteur d'économie sociale de la seconde main. Le problème s'est accentué depuis le 1er janvier à Bruxelles. Les déchets textiles ne peuvent plus atterrir dans le sac blanc. Les bulles de collecte de textiles explosent plus encore. Alors pour parler de cette nouvelle difficulté dans un secteur déjà en crise, nous recevons Frank Kerkhoff, directeur de Fédération Ressources, qui regroupe des entreprises sociales et circulaires, et Thierry Smet, directeur des Petits Riens. Voilà, Thierry Smet qui nous rejoint. Et je me tourne vers vous, Frank Kerkhoff. Vous êtes donc directeur de la Fédération Ressources. Alors, je l'ai dit, plusieurs entreprises d'économie sociale et circulaire. Vous représentez qui, finalement, dans le secteur textile de la seconde main ? Alors, la Fédération Ressources, elle représente les entreprises d'économie sociale et circulaire, 77 entreprises en Wallonie et à Bruxelles, qui sont actives dans la collecte de textiles notamment. D'accord. Et donc, par exemple, les Petits Riens font partie aussi de cette fédération. Effectivement. Donc, vous connaissez bien notre invité Thierry Smet. Bonsoir à vous et bienvenue également. Donc, directeur des Petits Riens, qu'on ne présente plus et qu'on connaît bien ici à Bruxelles et à BX. Alors, on va démarrer, messieurs, par l'action qui a été menée jeudi dernier par le secteur textile européen. Vous y étiez tous les deux. C'était sur l'économie sociale et circulaire. Des monticules de vêtements ont été déposés place du Luxembourg, à 2 pas du Parlement européen. Et c'était pour lancer un appel à l'aide à l'Europe parce que le secteur du textile de seconde main, du recyclage est en crise. Vous demandez des mesures de soutien et c'est une crise multifactorielle. Alors on va d'abord analyser avec vous cette crise. Frank Kerkhoff, je vais d'abord me tourner vers vous. Finalement, le problème, je le disais en introduction, c'est déjà la surproduction de vêtements dans la fast fashion, dans l'ultra fast fashion également. C'est comme ça qu'on dit. Exactement. Et donc un chiffre pour commencer, plus 15% de collecte enregistrée en 2024. C'est ce qu'enregistrent aujourd'hui Terre, Oxfam et les Petits Riens, les 3 plus gros opérateurs en matière de collecte sélective de textiles en Wallonie et à Bruxelles. Et donc c'est clairement un signe, c'est qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de vêtements qui sont mis sur le marché et le gros problème c'est que ce sont des vêtements de très mauvaise qualité. Et donc ça c'est vraiment un constat qui se fait à Bruxelles mais également partout en Belgique et même partout en Europe. Et donc c'est là que la Fédération Reuse, qui est la coupole des entreprises d'économie sociale et circulaire, tire la sonnette d'alarme, s'est tournée vers l'Europe en disant il faut réagir, on est face à une crise structurelle au niveau européen et il faut mettre les moyens nécessaires pour réguler ce marché, sans quoi on risque d'avoir un désert d'Atacama à Bruxelles ou un peu partout en Europe si on ne fait rien. Alors Thierry Smet, ça vous le voyez très clairement chez les Petits Riens, que ces vêtements de fast fashion arrivent de plus en plus dans vos bulles. Oui, bien sûr. Donc, comme le disait Franck, on a une augmentation de la collecte année après année. Donc, augmentation de collecte, ça veut dire que pour un dispositif constant de bulles de collecte de vêtements, on remarque que le tonnage collecté à travers ces bulles est de plus en plus important, plus 15% l'année dernière, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est une chose, mais également la qualité de ce que l'on collecte est de plus en plus mauvaise. Et là, on le voit au pourcentage de vêtements qui, après le tri, ne peut être ni réemployé localement, ni recyclé, mais purement et simplement envoyé vers l'incinérateur, où là aussi, cette quantité-là devient de plus en plus importante. C'est ça, donc on a des vêtements de moindre qualité qui ne peuvent pas être utilisés dans la seconde main. Et puis, finalement, ces chaînes de fast fashion, elles vous font une concurrence directe. On préfère acheter neuf qu'en seconde main ? Alors ça, c'est une autre conséquence de la fast fashion, effectivement, c'est que chez les Petits Riens, en tout cas, donc les vêtements que nous collectons, nous les trions dans notre centre de tri, et la plus grosse partie d'entre elles, enfin, on essaie de maximiser tout ce qui est réemploi local à travers nos boutiques ici à Bruxelles et en Wallonie. Et c'est clair que
là, c'est au niveau des boutiques que la concurrence avec le neuf va se faire. Et c'est vrai que par le passé, quelqu'un qui avait besoin, parce qu'il était en situation un peu difficile, d'acheter des vêtements bon marché, il se tournait vers la seconde main naturellement. C'est là que c'était le moins cher. Aujourd'hui, on trouve des vêtements neufs à un prix équivalent à ceux de la seconde main, voire même parfois un peu inférieur, mais pour une qualité qui est vraiment très très mauvaise. Certains acteurs de la fast fashion n'hésitent pas à dire qu'ils mettent sur le marché des vêtements qui sont faits pour résister à 2, maximum 3 cycles de lavage. Et donc, ces vêtements-là, quand ils reviennent chez nous, on ne sait strictement plus rien en faire, ça c'est clair. Alors, on va s'arrêter un petit instant parce que je disais, vous vous êtes mobilisés la semaine passée, c'était jeudi dernier, dans le quartier européen. Une autre action a eu lieu également, c'était le 18 janvier, en marge des soldes. Et là, c'était une action qui était menée par Action, Rébellion et Attaque. Et pour dénoncer justement cette fast fashion, le fait qu'il y a une violation des droits de l'homme aussi dans la production de ces vêtements, une dégradation de la nature. C'est un reportage de Romain Van de Neuvel. Une immense chaîne de vêtements sur la place de la Monnaie. Une manière de protester contre les dérives de l'industrie textile et la fast fashion. En fait, on achète de plus en plus, on oublie le coût qui est associé, pas seulement le prix, mais en général le prix que l'environnement paye, mais aussi les droits humains. On se rappelle bien de la catastrophe Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Plus de 1000 personnes sont mortes dans une usine de fast fashion quasiment. Une action en plein milieu de la période des soldes. Ce n'est pas un hasard, les réductions encouragent la consommation. Ça encourage quasiment fast fashion. On voit que les soldes, c'est moins cher. Voilà, j'ai besoin d'un nouveau t-shirt. C'est facile. Fast fashion, c'est une sorte de facilité. Dans la rue Neuve, la concurrence entre les grandes enseignes est agressive. Moins 50%, moins 70%. Les passants l'assurent, ils sont regardants sur ce qu'ils achètent. Je fais les magasins habituels. C'est plutôt quoi? C'est plutôt des grands groupes ou c'est plutôt des petits magasins indépendants? C'est plutôt des petites boutiques. On préfère aller parfois au deuxième main et les magasins que le prix est à la portée de tout le monde. Quand c'est pas de qualité, on va utiliser ça un mois et puis on met à la machine à laver et c'est fini, quoi. On pousse aussi pour un changement systémique. Un individu ne peut pas changer, mais si on se mobilise, si on s'associe avec des mouvements, avec des collectifs qui militent déjà pour cette cause, on peut pousser des choses vers une nouvelle régulation. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le consommateur moyen achète 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans. Chaque article est conservé 2 fois moins longtemps. Alors messieurs, j'ai déjà corrigé parce que j'ai parlé d'Action Rébellion, mais c'est Extinction Rébellion. Mais ce mouvement-là, il est un peu différent du vôtre, mais finalement, c'est se battre également contre la fast fashion. Ça va dans le même sens, évidemment. Exactement. D'ailleurs, Extinction Rébellion est entré en contact avec la Fédération Ressources en lançant cette action, puisque derrière, ils ont fait la promotion des acteurs de l'économie sociale et notamment des magasins de seconde main. Donc l'objectif est conjoint, c'est de lutter contre cette surproduction et surtout cette énorme surproduction de vêtements de très mauvaise qualité. On est passé, moi j'utilise souvent cette image-là, on est passé du prêt-à-porter à du prêt-à-jeter. Et c'est vraiment pour moi un message fort qu'il faut faire passer aux citoyens, parce que certes, il y a cette notion de prix. D'ailleurs, une personne interviewée le disait, voilà, il faut pouvoir aussi répondre à nos besoins en matière de moyens. Et donc, c'est aujourd'hui ce qu'est en train de faire l'ultra fast fashion, c'est de concurrencer finalement la seconde main avec des textiles de très mauvaise qualité, qui ont finalement les mêmes prix qu'un t-shirt de seconde main. Et c'est là où le consommateur est trompé, c'est qu'en fait, il pense faire une bonne affaire, mais c'est une très mauvaise affaire pour l'environnement, pour l'économie, pour l'emploi et pour toutes les actions sociales qu'il y a derrière finalement. Alors, Thierry Smets, je vais me tourner vers vous parce qu'on essaye toujours de comprendre cette crise qui frappe véritablement le secteur, votre secteur, celui des petits riens. Et il y a aussi l'inflation. Ça veut dire qu'en tant qu'entreprise sociale, finalement, les coûts opérationnels ont augmenté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu plus en détail? Mais une des finalités d'une entreprise comme Petit Rien, c'est également de faire de l'insertion socio-professionnelle et de créer un maximum d'emplois. Donc, pour vous donner une idée, aujourd'hui, les Petits Riens, on a environ 500 salariés. On croit connaître les Petits Riens, mais peu de gens savent que derrière, il y a un tel volume d'emplois, parce que ce sont des chauffeurs qui vont collecter les 800 bulles qu'on a partout sur le territoire. C'est des trieurs. Le tri de vêtements, aujourd'hui, il est grandement manuel. Après, ensuite, ce sont des vêtements, des boutiques de vêtements. Dans les boutiques, ce sont des vendeurs et des vendeuses. Et donc, c'est énormément d'emplois. Et donc, forcément, quand on a, à la sortie du Covid, en un an et demi, 18 mois maximum, une inflation de 22%, mais c'est toute votre masse salariale qui bondit de 22%. Ce sont des coûts énormes.
Tandis que notre prix de vente, lui, on essaie de garder un prix de vente qui est adapté à un public qui a besoin de prix bas pour pouvoir acheter chez nous. Et donc, on ne parvient pas à faire évoluer nos recettes en même temps que nos coûts. Sans compter les coûts de l'énergie, puisque voilà, 500 personnes sont dans les bâtiments, on a de gros hangars, on a du stockage, on a une grosse usine de tri. Tout ça, il faut les chauffer, il faut l'entretenir, et ça coûte de plus en plus cher. Oui. Et donc, l'inflation nous touche de plein pot. Donc les petits riens, pour vous donner une idée, c'est environ 30 millions de frais généraux par an. Et donc c'est 30 millions sur lesquels l'inflation est impactée, nous impacte. Et puis derrière, il faut aller chercher du chiffre d'affaires en plus pour compenser ça. Et ce n'est pas en montant les prix qu'on peut le faire. Donc voilà. Ça, c'est l'équation à laquelle on est confronté. Je me tourne vers vous, Franck Kerkhoff. C'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans toutes les entreprises sociales, finalement, que vous représentez ici, que ce soit à Bruxelles et même en Wallonie, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est vraiment un contexte qui est partagé par l'entièreté des opérateurs, même en dehors de l'économie sociale. C'est vraiment un problème structurel auquel sont confrontés finalement les acteurs de cette filière. Il faut savoir que ce soit en France, aux Pays-Bas ou même autre part en Europe, beaucoup d'entreprises sont confrontées aux mêmes difficultés que les petits riens aujourd'hui. Pour donner un exemple, Emmaüs, qui est d'ailleurs soutenu par un système de REP, et on y reviendra certainement plus tard en parlant des REP, mais malgré ça, des structures comme Emmaüs sont en difficulté, se retrouvent maintenant avec des choix à faire, notamment en matière d'emploi. Et comme l'a dit Thierry Smet, un des objectifs de l'économie sociale, c'est de créer de l'emploi. Et cet emploi, forcément, avec l'inflation, il coûte cher, et ça, partout en Europe. Partout en Europe. Vous parliez de REP, effectivement, c'est la responsabilité élargie des producteurs, mais on y reviendra dans quelques instants. Toujours pour analyser cette crise, c'est cette concurrence aussi avec la Chine. C'est peut-être quelque chose qu'on connaît moins, mais la Chine vend énormément de vêtements en seconde main, notamment en Afrique. Et ça, les petits riens, pour vous, c'est vraiment un concurrent de taille aujourd'hui ? Les petits riens, non. La proportion de vêtements qu'on collecte qui repart à l'export chez les petits riens n'est pas aussi grande que ça. Ceci étant dit, c'est une proportion qui aujourd'hui est soumise effectivement à la concurrence de la Chine, tout simplement parce que il y a aujourd'hui en Chine une classe, on va dire, moyenne qui est de plus en plus aisée et qui commence à se comporter en termes de consommation comme nous le faisons déjà depuis de nombreuses années, et donc à produire de nombreux déchets, et de plus en plus de déchets. Et donc ces déchets arrivent également au pays d'Afrique qui a besoin, et avec des prix plus bas que ceux auxquels nous sommes capables d'exporter, puisque nous avons nos coûts de production qu'on est obligé d'essayer de couvrir. Et donc oui, c'est une concurrence supplémentaire qui joue aussi sur les marchés d'export. Oui. Donc, même question pour vous, Franck Kerkhoff. La Chine, là je parlais de l'Afrique, mais il y a aussi l'Amérique du Sud, si je ne me trompe. Cette concurrence, elle est effectivement importante aujourd'hui par rapport aux acteurs de l'économie sociale en Belgique. Tout à fait. Donc, si on prend de la hauteur à l'échelle belge, effectivement, ça représente une vraie menace pour les acteurs qui sont principalement actifs au niveau de l'exportation. Ça, c'est, comme l'a dit Thierry Smet, ce n'est pas nécessairement l'objectif principal de l'économie sociale et circulaire. L'objectif de l'économie sociale et circulaire, si je dois le répéter, c'est clairement créer de l'emploi et du réemploi local. Ça, c'est vraiment l'objectif que se fixe le secteur. Mais si on prend un peu de hauteur au niveau du marché, et notamment si on parle d'exportation, la Chine devient une menace au niveau commercial pour l'Afrique, et particulièrement dans les pays de destination, donc l'Afrique, l'Amérique du Sud ou encore l'Asie mineure. L'Afrique étant vraiment le continent qui consomme énormément de fibres de seconde main. Juste pour donner une idée en termes d'indicateurs et de proportions, la Chine, il y a encore 5 ans, était dans le ranking au niveau exportateur vers l'Afrique à la 20e ou 25e place. Aujourd'hui, ils sont 4e. Ah ouais. En 2 ans, ils ont une croissance énorme, ce qui fait qu'ils arrivent à s'aligner à des chiffres qui sont comparables à des gros pays exportateurs européens, en sachant que c'est les États-Unis et l'Angleterre qui ont la première et la deuxième position. Derrière, on a des gros pays comme la France, etc. Mais la Chine est en train de se rapprocher de ces gros exportateurs-là vers donc, les pays de destination l'Afrique. Et alors, il y a un autre effet pervers, c'est que les invendus de cette ultra-fast fashion flèchent aussi vers des pays de destination comme l'Afrique, et donc envoient finalement des produits de très mauvaise qualité à très bas prix, et vient concurrencer finalement le marché de la seconde main européenne qui est destiné à ces marchés-là, et qui sont des produits bien plus qualitatifs, mais qui finalement se retrouvent au même prix. Et donc entre un neuf
et de la seconde main. Voilà, le choix est malheureusement vite fait. Alors, un petit mot quand même du secteur du recyclage, hein, Thierry Smets. Il y a finalement une faible demande aujourd'hui pour la fibre recyclée, et ça veut dire que ce recyclage, il ne rapporte pas vraiment. Hein. Pour l'instant, c'est une filière à valeur négative, comme on l'appelle. Donc, les prix auxquels on peut vendre à des recycleurs sont des prix qui ne nous permettent pas de couvrir nos prix de revient. Et donc, je pense que là, effectivement, le politique a certainement un rôle à jouer pour favoriser le démarrage de filières de recyclage, dans la mesure où aujourd'hui, ces filières de recyclage sont relativement coûteuses, nécessitent des investissements très importants. Et malgré ces investissements importants, il y a des sociétés importantes qui ont été capitalisées à hauteur de plusieurs dizaines, voire centaines de millions, comme Renewcell, qui, malgré tout, ont fait faillite, tout simplement parce que le produit fini est aujourd'hui à un prix qui n'intéresse personne. Il est trop cher. Et donc, il faudrait que soit on force les producteurs à mettre un peu plus de fibres recyclées dans leurs vêtements, soit qu'on subventionne les entreprises qui essayent d'initier et d'amorcer la pompe du recyclage. Mais sans ça, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile pour envoyer de la matière première dans les filières de recyclage. Et vous pensez, Franck Kerkhoff, qu'on pourrait arriver à obliger les entreprises à utiliser comme ça de la fibre recyclée? C'est des mesures qu'on peut mettre facilement en place. Et est-ce qu'il y a du répondant au niveau des législateurs, que ce soit à différents niveaux du pays ou même européen, évidemment, hein? La clé est clairement au niveau européen, ça c'est une évidence. Et donc il faudra contraindre les producteurs, si on veut à un moment amorcer la pompe du recyclage, et donc ce fameux fibre to fibre ou le close the loop, comme on l'appelle dans certaines enseignes de fast fashion, parce qu'aujourd'hui, de nouveau, un chiffre interpellant en matière de recyclage, il faut savoir que c'est uniquement 0,3% des fibres qui sont mises sur le marché qui sont des fibres recyclées. Tout le reste sont des fibres vierges. Très peu. C'est vraiment très peu. Oui. Et donc aujourd'hui, finalement, si on est face à des producteurs, tant qu'on ne les contraint pas et qu'on ne les oblige pas à utiliser de la fibre recyclée, ils ne le feront pas, parce que ça coûte plus cher et qu'ils sont sur une logique de marché et de rentabilité, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'économie sociale. Mais fondamentalement, si on ne les contraint pas, il n'y aura pas de changement. Et donc là, les clés, elles sont entre les décideurs européens. Et ensuite, ça doit se mettre en œuvre au niveau national, régional, en l'occurrence ici pour Bruxelles. D'accord. Alors, on a compris. Hein, ça, c'est un petit peu ce qui explique cette crise, hein, messieurs. La conséquence de tout ça, là, Thierry Smets, vous allez peut-être pouvoir nous répondre tout de suite. Les stocks s'accumulent. Ça, c'est une vraie difficulté du côté des petits riens aujourd'hui ? Du côté des petits riens, comme je pense du côté de l'ensemble de l'économie sociale, des acteurs de l'économie sociale, on collecte de plus en plus, comme je l'ai dit, 15% de plus l'année dernière. Et voilà, on collecte, on le trie, et puis après, il faut le vendre, et les stocks s'accumulent là. La soupape de sécurité, quand on a des pics de collecte, c'est justement des marchés comme l'export ou le recyclage, vers lesquels on peut envoyer de grosses quantités. Avec les magasins, on est quand même toujours limité par la capacité de nos magasins à vendre un certain nombre d'articles par jour, ou par mois, ou par semaine. Avec le recyclage et l'export, on peut envoyer des plus grosses quantités. Mais là, ces deux marchés-là, pour l'instant, étant embouchés, pour les raisons que vous venez de dire, c'est clair que les stocks ont tendance à déborder aujourd'hui. Ouais. Oui. Et ça veut dire que quoi? Par exemple, au centre de tri d'Anderlecht, on va voir quelques images en même temps que nous parlons. Il y a à un moment des murs qu'il faut essayer de pousser. En fait, ça revient à vous essayez de trouver d'autres espaces? Ça crée, voilà, exactement. Ça crée des frais généraux supplémentaires. Donc là, nous louons pour l'instant des entrepôts ailleurs qu'à Anderlecht où nous sommes. Notre entrepôt d'Anderlecht est full. Donc on est obligé de louer ailleurs d'autres entrepôts. Évidemment, ce sont des coûts supplémentaires sans avoir nécessairement les revenus en contrepartie. Franck Kerkhoff, alors je lisais un chiffre que j'ai vu passer, c'est 180 € la tonne de textile incinérée à charge là, des entreprises sociales comme les petits riens et comme d'autres aussi. Donc c'est un coût qui est non négligeable. Tout à fait, c'est un coût non négligeable à charge de l'économie sociale. Pour donner un exemple, donc les charges cumulées de Terre, Oxfam et des petits riens en matière d'incinération en 2024, c'était 1,5 500 000 € à charge de ces acteurs d'économie sociale qui ont collecté in fine des dons en vue de mettre en œuvre leurs actions sociales et donc leur finalité. Donc c'est clair que c'est vraiment un gros problème et ce problème va s'accentuer, notamment avec l'obligation de collecte sélective qui a vu le jour au 1er janvier 2025. Donc on est là face à un problème de nouveau systémique. S'il n'y a pas de modalité de financement et de soutien du secteur, puisqu'on a vraiment transféré finalement une responsabilité du public vers le privé, et ici en l'occurrence vers l'économie sociale. Mais l'économie sociale ne pourra pas tenir sur la durée si elle n'est pas soutenue pour prendre en charge ces coûts supplémentaires, puisqu'ils sont déjà conséquents
comme je viens de l'expliquer. Oui. Et donc la conséquence de tout cela, hein, Thierry Smet, je vais revenir vers vous, c'est que les petits riens, voilà, il a fallu licencier. C'était en novembre dernier. On va revoir quelques images également du piquet de grève qui était devant le centre de tri d'Anderlecht. Les travailleurs se sont mobilisés. C'est 21 personnes qui ont perdu leur travail. C'était inévitable, ça, dans le contexte actuel dont on vient de parler? Oui, bien sûr. Je pense que quand on travaille chez les petits riens, et particulièrement quand on le dirige, c'est clairement pas une décision qu'on prend à la légère. C'est une décision qui a été prise après mûre réflexion, ensemble avec le comité de direction, le conseil d'administration. Notre vocation et notre finalité première, c'est vraiment aussi de créer de l'emploi. Et donc, même si... je comprends parfaitement bien que prendre ce genre de décision dans une entreprise comme les petits riens crée beaucoup d'émotions, et c'est ce qui a créé les mouvements dont vous parliez. Et c'est tout à fait compréhensible. Les choses sont apaisées aujourd'hui, heureusement. Mais ceci étant dit, c'est un moment qui a été difficile pour nous, mais également, bien entendu, pour les travailleurs concernés et leurs collègues. Et c'est le genre de moment qu'on n'a pas envie de revivre de sitôt. Mais vous craignez, cependant, avec la crise actuelle, que vous deviez repasser par là dans les mois, les années qui viennent? Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer dans les années qui viennent. Dans les mois qui viennent, là, je pense qu'on n'a pas de risque de devoir vivre ce genre de choses. Ceci étant dit, si les facteurs systémiques de la crise persistent, et que du côté public, nos appels à l'aide restent inentendus, il ne faut pas exclure qu'il y ait d'autres sociétés, si ce n'est pas chez nous, ailleurs, qui soient en difficulté également, parce qu'à un moment donné, on peut puiser dans les réserves, mais elles ne sont pas inépuisables, quoi. Alors, messieurs, vous le disiez, Franck Kerkhoff, il y a cette décision qui a été prise et qui est entrée en vigueur le 1er janvier. Je propose qu'on écoute la porte-parole de Bruxelles Propreté, Amandine Pénois, qui explique effectivement que maintenant, les textiles ne peuvent plus aller dans le sac blanc, sauf exception. Cela concerne tous les déchets textiles, peu importe leur état, juste 2 exceptions, donc les déchets souillés ou mouillés. Donc si ces textiles ne peuvent pas être traités ou séchés par les citoyens, ils devront encore être jetés dans la poubelle des déchets résiduels. Alors il faut savoir qu'on estime plus ou moins à 13 à 15 kilos de déchets textiles par habitant à Bruxelles, donc plus ou moins un total de 15 000 tonnes. Et en fait, il n'y a que seulement 29% de ces déchets qui sont collectés de manière sélective. Alors, messieurs, on entend 15 000 tonnes de déchets ici à Bruxelles, par an pour Bruxelles. Donc. Et cette mesure, elle vient d'une directive européenne. Ça veut dire que c'est peut-être de là aussi que l'aide doit venir. C'était pour ça aussi que vous avez lancé tous les deux cet appel à l'Europe. Et vous demandez des mesures de soutien et, in fine, un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs, REP, comme on dit. Donc, expliquez-nous un petit peu ce que vous attendez. C'est que les pollueurs soient les payeurs, quoi, en fait. C'est ça. C'est vraiment ça. Hein. On le connaît déjà, notamment dans les électros, avec Recupel, que les citoyens bruxellois et belges connaissent très bien. Et donc, c'est finalement un mécanisme qui est absent aujourd'hui, alors que, vous l'avez dit en introduction, la filière textile, c'est une des plus polluantes au monde. Et c'est un peu paradoxal, c'est que finalement, on a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a mis l'obligation de collecte sélective avant même de mettre un dispositif de soutien et de financement pour la fin de vie de ces textiles, puisque c'est in fine la responsabilité des producteurs d'assurer la fin de vie de ce qu'ils ont mis sur le marché. Au même titre que les électros sont responsabilisés, enfin les producteurs sont responsabilisés avec le système Recupel. Donc on est là vraiment avec l'absence de ce dispositif, et pourtant ça fait plus de 10 ans que le secteur plaide pour que ce soit mis en place, parce que, comme le disait Thierry Smet, de plus en plus de fractions sont à valeur négative et on se doit de couvrir ces coûts, sans quoi c'est toute l'industrie qui risque, en tout cas l'industrie du réemploi et du recyclage, qui risque de disparaître. Oui. Et cette mesure au niveau européen, elle n'est pas prévue sans doute avant 2027-2028, je pense. Du coup, un appel est lancé aux régions. L'appel lancé à la région bruxelloise, quel est-il? Et on sait que là, pour l'instant, on est dans l'attente d'un gouvernement encore. Tout à fait, on est dans l'attente d'un gouvernement et on prie pour qu'il arrive, puisqu'il y a en fait 2 enjeux. Le premier, Thierry Smet l'a évoqué, c'est le stockage. Aujourd'hui, les petits riens sont obligés de stocker et ça coûte ce stockage. Et donc, on a interpellé la région et le ministre en Affaires courantes, Alain Marron, pour cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'excédent de textile, en sachant que le printemps arrive bientôt et que donc, de nouveau, on va se retrouver avec un pic de collecte où les acteurs vont avoir du mal à traiter le flux, puisque,
comme on l'a dit là tout à l'heure, l'évier est bouché et donc il n'y a pas de solution. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est un mécanisme de soutien. Il faut du financement. Et donc là, on se rend bien compte que les finances, elles ne sont pas... en tout cas, ce n'est pas un budget sans fond. Et donc là, il faut solliciter l'Europe. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette action. C'est pour alimenter la pompe de financement et dégager des moyens pour les régions. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus tous les deux sur ce plateau. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Et je vous dis à demain. Très bonne soirée.